Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Maître Doudou Ndoye, avocat et homme politique, ancien ministre de la Justice, leader de l'Union pour la République, l'UPR. Il est l'invité de Georges Déthié Diop. Plusieurs sujets, la loi d'amnistie, la justice et l'éternel débat sur son indépendance, les réformes annoncées dans le secteur, le Conseil constitutionnel, les institutions de la République, l'état de droit et la démocratie, la reddition des comptes, le pouvoir et l'opposition. Maître Doudou Ndoye face à Georges Déthié Diop, le grand jury dimanche 11h10 sur RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour et bon dimanche. Merci de votre fidélité au grand jury qui reçoit ce dimanche Maître Doudou Ndoye. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Diop. Merci de nous accorder de votre temps. Merci d'être venu au grand jury. J'en suis fort honoré et humblement et opportunément honoré encore de dire et de participer à votre émission pour éclairer autant que nous pouvons le peuple sénégalais et les peuples du monde sur notre pays. Pour en rajouter un peu à la présentation, Maître, vous êtes membre fondateur du Parti démocratique sénégalais. Avant de rejoindre le Parti socialiste, vous avez servi comme ministre de la Justice sous Abdou Diouf de 1983 à 1986. Et en 2000, vous avez fondé l'Union pour la République. Vous avez publié plusieurs ouvrages juridiques et êtes également le fondateur des éditions juridiques africaines, EDJA, sans évoquer votre parcours universitaire et professionnel au Sénégal et à l'étranger. Je soulignerai juste que vous avez présidé la Commission nationale de réforme foncière. Passionné de droit, je dirais même que votre vie, vous la consacrez au droit, le droit dont la famille judiciaire a été doublement endeuillée ces derniers jours avec le rappel à Dieu de l'avocat Cheikh Khoureyssi-Ba et mon grand frère Mamadou Badio Camara, parce qu'il m'appelait petit frère et ne restait jamais sans répondre à mes messages. Le seul auquel il n'a pas répondu et auquel il ne répondra plus, c'était un message envoyé le jour de la Korité. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches, nos condoléances aussi, Maître, à la famille judiciaire à laquelle vous appartenez. Merci, Monsieur Diop, pour vos condoléances. Je commencerai par le président du Conseil constitutionnel, notre frère Mamadou Badio Camara. Je suis l'un de ses grands frères adoptifs. Il m'avait adopté comme son grand frère, d'abord lorsqu'il fut étudiant à l'université de Dakar en 1972. J'étais l'un de ses assistants. Je faisais partie du corps enseignant à l'époque. Et c'était un jeune garçon brillant et très courtois. Il a ensuite intégré la magistrature et a fait une carrière complète, honorable et très respectueuse. Nous sommes tous profondément attristés de voir qui nous a précédés. Quant à Cheikh Khoureyssi-Ba, lui aussi, notre petit frère, qui fut un homme engagé dans la politique aux côtés de Maître Abdoulaye Wade. Et la particularité que beaucoup de personnes ne connaissent pas est que lorsque le journal politique du PDS, Takussan, a été créé à Dakar, dans mon immeuble, au 18 rue Rafnel, il avait signé un article qui avait été écrit par Abdoulaye Wade lui-même. Et malheureusement, il avait été poursuivi pour un délit de presse. Il avait été emprisonné. Je crois que Cheikh Khoureyssi a passé 2 années de prison au nom et au profit du PDS. Malheureusement, je pense que le PDS et le président Abdoulaye Wade ne l'ont pas rétribué de ses efforts. Mais par la suite, il a rejoint le barreau, il a combattu pour le droit et pour les libertés.
jusqu'à son dernier jour. Nous prions que Dieu les reçoive tous les deux au paradis et qu'ils nous y attendent. Amen. Mais maître, qu'est-ce que vous retenez du passage de Mamadou Badio Camara à la tête du Conseil constitutionnel? Un Conseil constitutionnel qui essuie très souvent des critiques de toutes parts des acteurs politiques et autres. Je voudrais remarquer que de la même manière que ses prédécesseurs, il s'était toujours limité à appliquer la lettre de la Constitution et de la loi organique qui ont créé, installé et organisé le Conseil constitutionnel. À la lettre, le Conseil constitutionnel était emprisonné. Et c'est pourquoi vous avez dû remarquer toutes les décisions d'incompétence. Nous sommes incompétents. Nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas faire cela. Et je m'en suis toujours plaint. Dans mes petits écrits et dans mes discours, je disais que notre Conseil constitutionnel est limité par un texte et ce Conseil doit dépasser cette limitation, ce n'est pas sa fonction. Heureusement, au cours de l'année 2004, pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle du Sénégal, le Conseil constitutionnel est monté sur le cheval blanc et a montré qu'il ne doit pas être limité par un texte. Et c'est Mamadou Badio Camara et ses compagnons du Conseil constitutionnel qui ont accompli cette révolution en 2004 et qui ont permis ainsi aux élections normales de se dérouler au Sénégal. 2024, les dernières élections présidentielles, sauf erreur de ma part, c'était en 2024, mars 2024. Et donc, il a marqué l'histoire constitutionnelle du Sénégal par ça. Et je pense que nous continuerons dans cette voie. Son décès a quelque peu suscité un débat sur l'intérim ou le remplacement. Si l'on se fonde bien sûr sur la loi organique que vous avez évoquée, la loi du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, en son article 1er, il n'est pas, dans la loi organique, il n'est nullement question d'empêchement définitif. Des choses à revoir? D'empêchement définitif de qui? D'empêchement définitif d'un membre du Conseil constitutionnel. Mais on évoque juste l'empêchement temporaire. Quand quelqu'un est empêché, il ne peut rien faire, il doit être remplacé dans toutes les institutions du monde. Et même dans la vie, tout court. Quand on est définitivement empêché, ça veut dire qu'on est sérieusement malade, ou qu'on est mort. Et dans ce cas-là, quand on ne peut plus accomplir une fonction, il doit être remplacé. Ça va de soi, ça. Ce n'est pas un problème. Le vrai problème du Conseil constitutionnel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les hommes. C'est la nature et les limites données à la mission et aux missions du Conseil constitutionnel qu'il faut seulement élargir et laisser le Conseil constitutionnel être le gardien de la Constitution. Parce que quand on dit que le président de la République est le gardien de la Constitution, le président de la République lui-même peut faire prendre des lois constitutionnelles et des lois d'autres qui violent la Constitution. Et donc, à la vérité, le véritable gardien des valeurs de la Constitution, je dis bien des valeurs constitutionnelles, et pas de la lettre de la Constitution, cela doit être le Conseil constitutionnel, gardien des valeurs constitutionnelles du Sénégal. Je crois que c'est cette définition seulement qu'il faut donner au Conseil constitutionnel comme mission. Conseil constitutionnel, gardien des valeurs de notre Constitution. Et soumettre maintenant toutes les lois du Sénégal et même les décrets réglementaires au contrôle du Conseil constitutionnel. Parce que quand on dit que le Conseil constitutionnel contrôle les lois et ne contrôle pas les décrets, le Sénégal a limité à l'époque le Conseil constitutionnel à contrôler les députés et pas le président de la République. Alors que quand on voit notre Constitution, quand on sait la comprendre, on voit que le président de la République a plus de pouvoir réglementaire que l'Assemblée nationale a de pouvoir législatif. Tout ce qui n'est pas défini dans la Constitution comme pouvoir de l'Assemblée relève du pouvoir réglementaire. Et donc le président de la République est celui qui détient l'essentiel 80% du pouvoir du Sénégal. Et le Conseil constitutionnel ne peut pas contrôler son règlement. Sauf tout récemment, lorsque le Conseil constitutionnel a annulé et la loi, et le règlement, et le décret qui ont été pris par le président Macky Sall. C'était la première fois dans l'histoire du Sénégal que le Conseil constitutionnel, présidé par Mamadou Badio Camara,
s'attaque à un décret et à une loi à la fois. Donc la définition du rôle d'un vrai Conseil constitutionnel n'a jamais été faite au Sénégal. Parce que toujours c'est le président de la République qui garde son propre pouvoir, c'est le président de la République qui fait prendre des lois pour son pouvoir. Et c'est cela qui doit être dépassé au Sénégal. Justement, faudrait-il le réformer, le Conseil constitutionnel? On parle de son remplacement par une Cour constitutionnelle. Cela vous agrée? Non, je trouve que nous avons l'art, nous, en Afrique, de rester éternellement sur place. Nous avons l'art de personnaliser d'abord nos institutions. Ensuite, nous avons l'art de photocopier les institutions des autres. Quelle est la différence entre le mot conseil et le mot cour? Quelle est la différence entre deux êtres humains? Leur différence, c'est leur comportement. Ce n'est pas les noms. Moi, je m'appelle Doudou Ndoye, je pouvais parfaitement m'appeler Doudou Ndiaye. Sa composition peut-être. Qu'est-ce que ça change entre Doudou Ndoye, Moustapha Ndoye, Samba Ndoye, Maïmouna Ndoye? Mais ce qui est important, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'une Cour constitutionnelle peut faire? Qu'est-ce qu'un Conseil constitutionnel peut faire? Mais le contenu dépend de nous. En France, il y a bien le Conseil constitutionnel qui a toujours existé, qui a toujours accompli sa mission. Alors, à quoi ça sert de dire vous vous appelez Cour constitutionnelle? Il faut prendre le Conseil constitutionnel, regarder les limites de ses missions et voir que ces limites ne sont pas bonnes et faire une définition de sa mission qui correspond aux valeurs du Sénégal et à notre sécurité commune. Je préfère ça qu'un changement de nom. Quelles sont les limites qu'il faudra changer alors? À votre avis, vous? J'ai dit tout à l'heure qu'il faut définir les missions du Conseil constitutionnel. Plutôt que dire, vous allez faire ceci. Bon, le Conseil constitutionnel doit, au regard des valeurs de notre Constitution, contrôler la constitutionnalité des lois et des règlements présidentiels qui sont prévus par l'article tel de la Constitution. Ça me suffit. Cela suffit largement comme fonction du Conseil constitutionnel. Cela leur donne la liberté d'être de grands hommes qui peuvent contrôler si les majorités parlementaires piétinent les droits des citoyens. Parce que le vrai problème en Afrique, c'est lorsque nous avons la force, lorsque nous avons la majorité, nous en faisons ce que nous voulons. Et votre remplaçant fera pareil, le remplaçant de l'autre fera pareil, au détriment de la continuité de la nation, de la légalité des citoyens, de la sécurité continue et continuelle de tous les citoyens de notre pays. Tous les 4 ans, tous les 10 ans, tous les 7 ans, c'est un bouleversement, c'est un recommencement. Nous sommes en perpétuel recommencement. Alors que nous devons progresser. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Nos enfants, nos petits-enfants, ils sont tous paralysés. Parce que nous n'avons pas de continuité dans le bien. Nous avons des états d'âme. Et nous gouvernons tous par état d'âme. Alors nous devons gouverner par état-nation. Malheureusement pour nous. Son remplacement par une Cour constitutionnelle, c'est voulu par les nouvelles autorités, hein. Qu'est-ce que ça pourrait induire? Quelles peuvent être les conséquences? Mais je viens de le dire. Chaque nouvelle autorité fait ce qu'elle veut. Chaque nouvelle autorité dit « je veux ça de nouveau ». Je viens de dire qu'une Cour constitutionnelle, pour moi, n'a aucun intérêt. Le mot « Cour constitutionnelle », l'appellation « Cour constitutionnelle » n'a aucun intérêt. L'appellation « Conseil constitutionnel » n'a aucun intérêt. Ce qu'il y a comme intérêt, c'est la mission. Ce n'est pas le nom. Le nom n'a aucun intérêt. Ce que nous avons à faire, ce que les membres du Conseil constitutionnel ont à faire pour le bien du Sénégal, c'est ça qui est important. Changer de nom ne veut rien dire. Alors, maître, on reproche souvent au Conseil constitutionnel de se déclarer incompétent, vous l'avez souligné tout à l'heure. Je viens de m'expliquer sur ça. Justement, sur bien des saisines. Le décès de son président ne pourra pas l'empêcher de statuer sur le recours de députés sur la loi d'amnistie, la loi interprétative, mais certains craignent qu'il ne se déclare à nouveau incompétent, invoquant les traités internationaux. Écoutez, est-ce que ça tient? Si vous voulez qu'on parle de la loi amnistie pour arriver à cela, je vous dirais oui. On peut commencer par parler de la loi d'amnistie. Je pense que
Je ne pense même pas. J'ai vu et j'ai lu la loi d'amnistie telle qu'elle a été votée l'année dernière comprend une disposition qui dit que lorsqu'il y a un problème, c'est les magistrats de la Cour d'appel de Dakar qui doivent interpréter et voir dans quel sens décider. C'est dans la loi dite d'amnistie. Toutes les lois, j'entends, et tous les textes, de quelque nature qu'ils soient, sont faits pour être interprétés et appliqués par les juges. Pour être appliqués après interprétation par les juges. Et donc, à quoi sert-il pour le Parlement du Sénégal de dire je prends une nouvelle loi pour interpréter notre ancienne loi? Mais cette nouvelle loi sera aussi interprétée par les juges. Toute loi, tout texte, quel qu'il soit, ils sont faits pour être interprétés et appliqués par les juges. Tout texte sera interprété et appliqué par un juge. À quoi ça sert donc pour l'Assemblée nationale? Il n'y a donc pas matière à faire une proposition de loi interprétative. Je ne sais pas ce qu'est une loi interprétative d'abord. Je voudrais avouer mon échec scientifique. Je suis vraiment nul et tout à fait incompétent parce que dans cette matière, je n'ai jamais vu. Peut-être que quelqu'un l'a déjà vu. J'ai dit, moi, je n'ai jamais vu dans l'histoire des institutions juridiques francophones à laquelle nous appartenons une loi dite interprétative d'une loi précédente. Jamais. Je ne l'ai vu. Je souhaiterais qu'un professeur de droit, un avocat, un magistrat français, ivoirien, congolais, béninois, sénégalais me disent s'ils ont déjà vu une loi qui vient dire je viens interpréter ma précédente loi. Alors, donc, nous sommes devant un nouveau génie juridique au Sénégal, quelqu'un qui nous crée un système juridique nouveau, qui nous apporte ça et qui dit je fais voter une loi interprétative. Je ne connais pas ça. Et de toute façon, quelle que soit la loi, elle sera soumise aux magistrats. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la personne concernée, cette loi sera soumise aux magistrats et aux juges. C'est tout ce que je peux dire de cette loi interprétative. Mais sur le recours des députés de l'opposition, recours déposé au Conseil constitutionnel, je le disais tout à l'heure, certains parlent d'une incompétence de cette institution, de se prononcer sur la question évoquant les traités internationaux. Et pourtant, oui. Allez-y. Et pourtant, la loi organique souligne que le Conseil constitutionnel peut se prononcer sur les engagements la constitutionnalité des engagements internationaux. Écoutez, c'est la Constitution et la loi organique sur le Conseil constitutionnel qui disent que toute loi votée peut faire l'objet d'un recours de contrôle de constitutionnalité par un certain nombre de députés. Et d'autres lois même sont soumises obligatoirement par le président de la République au contrôle de constitutionnalité. Alors, le Conseil constitutionnel est régulièrement saisi, de toute façon, en vertu de la Constitution et de la loi organique. Il appartiendra au Conseil constitutionnel de vérifier si cette loi qui a été votée est conforme, à la lettre de la Constitution, mais pour moi-même, sur le fond, aux valeurs constitutionnelles du Sénégal. Et c'est ça l'intérêt de la saisine du Conseil constitutionnel. Je ne peux pas prétendre que le Conseil constitutionnel se dira incompétent. Celui qui le pense, il pense, il ne fait que penser. Le Conseil constitutionnel jugera et dira ce qu'il en sera. Alors, comme on est avec le Conseil constitutionnel, restons avec le domaine de la justice. Des réformes sont également annoncées à la suite des assises du secteur, notamment le Conseil supérieur de la magistrature. Vous y avez siégé en tant que ministre de la Justice. La présence du président de la République est toujours flétrie par certains acteurs. Est-ce que cette présence constitue une entrave à la justice, à l'indépendance de la justice? Vous savez, M. Diop,
lorsqu'on prononce le mot justice, je pense qu'on doit être très humble. Parce que le mot justice est un mot très ambigu. Très ambigu. La justice de Créon et de Antigone comme valeur humaine et l'appareil judiciaire en tant que tel, les deux sont appelés justice. Alors, est-ce qu'il s'agit de l'appareil judiciaire? L'appareil judiciaire, c'est les magistrats, les avocats, les greffiers, même les notaires et les huissiers, tout cela qui contribue à rendre la justice. Ou est-ce qu'il s'agit de justice au sens symbolique du terme, au sens antigonien? Alors, je pense qu'on parle de la justice appareil, ce qui est le plus concret. L'appareil judiciaire. Qui touche à notre vie. Alors, s'il s'agit de l'appareil judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature est habilité à statuer sur la carrière des magistrats, les grades des magistrats, les affectations des magistrats. Il a été dit que la présence du chef de l'État influence ces affectations dans un sens ou dans un autre. Faut-il enlever cette présence? Et dans ce cas-là, la présence du garde des Sceaux aussi, ministre de la Justice, devra être enlevée, et laisser aux seuls magistrats le soin de décider de leur propre carrière. Faisons attention, nous sommes au Sénégal. Chacun est attaché à sa famille, à ses amis et à ses ennemis. Et je pense que lorsque un président de la République est élu au suffrage universel, et que ce président de la République se met au-dessus des partis, au-dessus du caractère partisan de ses amis, dans ce cas-là, ce président pourrait présider le Conseil supérieur de la magistrature. Parce que la magistrature constitue une institution importante dont les décisions sont appliquées immédiatement. Mais encore faudrait-il que nous ayons les garanties que le chef de l'État n'est pas le chef de ses partisans, n'est pas seulement l'ami de ses partisans, et qu'il est le maître du Sénégal, et qu'il est l'autorité qui veille à égalité sur tous les citoyens du Sénégal en fonction de leurs compétences et de leurs mérites. Cela n'est pas encore une caractéristique des pouvoirs africains. Je pense que le pouvoir africain doit être redéfini en fonction de notre caractère personnel, de notre vie sociale, de nos milieux culturels. Nous avons importé les systèmes institutionnels européens. Surtout français. Oui, surtout français, mais français européens, parce que la France est d'origine gréco-latine. C'est le monde occidental, mais disons français au sens précis du terme. Nous avons hérité de cette France grecque, de cette France latine. Et ceux-là ont une vie sociale tout à fait différente de la nôtre. Ont un élargissement de leurs compétences personnelles, de leurs relations et de leurs amitiés, en deçà de la République qu'ils ont essayé de conquérir et qu'ils ont admise dans leur pays. Mais nous avons une vie sociale étendue, élargie. Qui est indépendant de sa famille en Afrique et encore de sa famille politique? Il faut des chefs d'État qui fassent l'effort par eux-mêmes, de se mettre au-dessus des clans, au-dessus des amitiés, au-dessus des religions. Et je ne le vois pas encore. Et donc, c'est un choix très difficile à faire. Si j'avais à choisir, moi, je dirais, le chef de l'État ne serait pas membre du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature. Mais, cependant, toute décision du Conseil supérieur de la magistrature lui sera soumise afin qu'il puisse contrôler tout ce que je viens de dire et apporter son visa avant qu'elle ne soit appliquée. Cela, c'est pour taire simplement les gens qui disent qu'il ne doit pas faire partie. Mais moi, qu'il fasse partie ou pas, ce n'est pas ça la question pour moi. Qu'il soit au-dessus du lot, avoir un vrai président de la République. C'est ce que j'attends du Sénégal encore. Couper la poire en deux. Ce que j'attends du Sénégal, c'est d'avoir un président, un chef d'État. J'attends du Sénégal un chef d'État, un véritable chef d'État, qui soit
le grand frère, le petit frère, le fils, l'ami, le parent de tout le Sénégal, de quelque camp que vous situez. Quelqu'un qui assure une nation qui doit se poursuivre au-delà de sa personne, de ses amis. C'est ce que j'attends de mon pays depuis toujours. Malheureusement, l'africanité fait que on n'y arrive pas encore. Et c'est très difficile. C'est un drame pour nous. De la colonisation à l'indépendance, nous avons hérité d'autres choses qui s'opposent à nous et à qui nous nous opposons par notre culture. Et c'est ça, pour moi, c'est ça le drame de l'Afrique. Tout ce qu'on dit, ce sont que des mots. Avant, maintenant, tout est pareil. Ce sont les personnes seulement qui changent, mais les caractères ne changent pas. Même au niveau de la gouvernance. J'en souffre personnellement. C'est trop tard pour nous de revenir en arrière. On regarde nos fils, on regarde nos enfants, on regarde nos petits-enfants. On en souffre. On ne peut rien faire que de parler parfois. C'est pourquoi je n'ai pas refusé de venir vous rencontrer. Il nous faut continuer à parler. Nous qui sommes en voie de disparition. Vous venez de parler du président du Conseil constitutionnel. Je suis plus âgé que lui de 8 ans. Il a été mon petit frère depuis toujours. 81 ans bientôt. S'il est parti, qu'est-ce que j'attends moi pour partir? Donc tout ce qui nous reste à faire, c'est de dire, avant de dire au revoir, on vous alerte, on vous dit faites attention. L'Afrique a besoin que vous changiez l'Afrique. Êtes-vous en train de le faire? Je vous pose encore la question. Maître, faudrait-il ouvrir le Conseil supérieur de la magistrature à d'autres sensibilités comme le souhaitent certains? Non, absolument pas. Absolument pas. Pourquoi? Si on le fait, je n'y peux rien. Mais je dis, le magistrat est le magistrat. Sinon, on ouvrirait le bureau de l'Assemblée nationale à n'importe qui. Et à n'importe qui n'est pas député. On ouvrirait la présidence de la République, il y aurait 50 présidents de la République. Nous avons des institutions que nous avons adoptées. Une constitution qui dit 3 pouvoirs. Exécutif, législatif, judiciaire. Alors, si on dit le judiciaire, Samba Ndiaye sera là-dedans, Ibrahima Diop sera là-dedans, qui ne sont pas magistrats parce qu'ils sont avocats ou parce qu'ils sont philosophes, parce qu'ils sont professeurs d'université. Le magistrat est un corps ferme, un corps qu'on doit respecter. Le magistrat rend la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature qui s'occupe de la carrière d'un magistrat ne peut être composé que par des magistrats. L'Assemblée nationale ne peut être composée que par des députés. Le président de la République, il est seul avec son gouvernement que par des ministres et des secrétaires d'État. Sinon, on prendrait n'importe qui, on en fait ministre, secrétaire d'État, sous-député, grand député. C'est pas normal. Même pas aux autres membres de la famille judiciaire. Les membres de la... Écoutez, j'étais garde des Sceaux, ministre de la Justice, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Doudou Ndoye, tous les magistrats du Sénégal sont aujourd'hui mes petits frères ou mes enfants. Ils savent ce que j'ai été. Parce que j'étais tout ça. Aujourd'hui, je suis un avocat, en voie de retraite, retraité même. Je fais ce qui me plaît, mais je suis un retraité. Alors, je vais figurer encore au Conseil supérieur de la magistrature pour déterminer la carrière des magistrats, alors que je suis un avocat. Mais l'avocat est fait comme auxiliaire de justice. Aujourd'hui, je suis un auxiliaire des magistrats. J'apporte aux magistrats un complément pour leur permettre de juger. Et c'est moi qui viens déterminer leur carrière. En vertu de quoi? Je m'y oppose de la façon la plus solennelle. Il faut respecter la magistrature. Il faut leur donner leur place. Moi, je respecte les juges. Il faut les respecter. Il n'est pas question. Je n'ai aucun pouvoir au Sénégal. Je n'ai que le pouvoir de mes convictions et de ma parole. Mais attendez, c'est la parole d'un sage aussi, de quelqu'un qui a vécu. Si on ne veut pas écouter la parole d'un sage, bon, allez-y. La vie est devant nous. Alors, maître, parlons des institutions de la République. Les politiques promettent toujours une rupture avant leur arrivée au pouvoir. On l'a vu avec maître Abdoulaye Wade, Macky Sall, la patrie avant le parti, aussi avec ses nouvelles autorités, avec le Djubonti. Seulement une fois au pouvoir, la réalité est tout autre pour les acteurs politiques. Quel est le problème? Mais cela fait quelques minutes que je vous ai parlé de l'africanité du pouvoir politique.
Je vous parlais de chef de l'État au-dessus des partis, au-dessus des familles, au-dessus de tout. Il faudra qu'on fasse, si on pouvait faire renaître Alfred Jung, Sigmund Freud et d'autres, on les intégrerait au Sénégal, on leur dirait, faites-nous une psychanalyse collective, faites coucher tous les Sénégalais sur vos divans pour nous parler de la psychologie, de la psychanalyse de notre pays. Écoutez, c'est la continuité de l'Afrique. Le pouvoir africain est africain. L'Europe nous a colonisés. L'Europe nous a formés. L'Europe nous a assimilés. L'Europe nous a donné l'indépendance, mais les conseillers français ont conseillé le président Senghor pour installer des institutions politiques. Et c'est eux qui l'ont installé, à l'image de la constitution du général de Gaulle. Et nous vivons aujourd'hui comme si nous étions en France. Alors, nous avons des institutions données. Mais ma psychologie est, il ne faut pas rompre l'histoire d'un pays. Il ne faut pas rompre l'histoire d'un pays. Un pays, c'est l'avenir, c'est le présent et c'est le passé. Tout est confondu en un seul jour, en une seule journée. Bon, mais je ne rentre pas dans cette philosophie de la mythologie grecque, mais je veux dire tout simplement qu'un pays, un être humain sans passé, n'a pas de sens. C'est le passé qui a fait ce que nous sommes. Et nous devons faire en sorte que le passé de nos institutions et nos institutions dans lesquelles sont nés nos enfants puissent se poursuivre et être améliorés. Chaque fois que quelqu'un arrive, il dit « rupture ». Mais rupture avec quoi? Avec vous-même. Rupture avec quoi? Avec vous-même. Le pantalon que vous portez est d'origine française. Hein? Et la veste et la cravate ne viennent pas de mon grand-père en tout cas. En tout cas, pas du grand-père de mon père. Mais les tenues africaines commencent à émerger. Je regrette bien, mais le pantalon que je porte et la chemise que je porte ici ne vient pas du tout de mon grand-père. Mon grand-père ne portait pas un pantalon et une chemise. C'est les Français qui m'ont appris à le porter. Et je les porte toujours avec eux, avec bonheur. Et on gouverne un pays en portant les habits du colonisateur, pantalon, chemise, cravate, veste. On est dans les voitures que nos grands-pères n'ont pas créées, c'est eux qui les ont créées. Hein? Et ensuite, on dit rupture avec eux, rupture avec tout le monde. La vie, ce ne sont pas des ruptures. La vie, c'est de la continuité améliorée. Je continue l'œuvre de mon père, de mon grand-père, de ses amis, de ses ennemis même, mais en les améliorant. En les améliorant. Vous ne pouvez pas rompre avec vous-même. Vous êtes ça. Vous êtes cela. Vous êtes ce qui vous a fait. Vous ne pouvez pas faire une rupture avec vous-même. Il faut qu'on fasse un peu attention. On est en train d'appauvrir notre peuple, de fatiguer notre peuple, avec des concepts qui ne servent à rien. Il faudrait améliorer, voir dans chaque chose ce qui ne marche pas, et l'améliorer au profit de tous. Je peux vous donner des exemples autant que vous voudrez, croyez-moi. Si vous acceptez ce débat, je vous donne des exemples de choses à améliorer dans notre pays, de petits détails qui permettent aux Sénégalais de vivre mieux, qui permettent aux Sénégalais de se reconnaître, sans qu'on ait besoin de ces grandes phrases, de ces mots inutiles. Avez-vous senti cette amélioration que vous souhaitez par ces nouvelles autorités, pour ne pas dire rupture? C'est un peu tôt. À mon avis, c'est un peu tôt. Ce n'est pas en l'espace d'une année qu'on peut améliorer un pays. Ce pays était sur sa lancée, avec ses défauts bien sûr, hein, avec ses qualités, avec ses avantages, ses inconvénients. Quand on arrive et on remplace tout le monde à la fois, c'est très difficile de remplacer tout le monde et faire mieux tout de suite. D'abord, quand vous remplacez quelqu'un, il faut savoir qu'est-ce que vous avez remplacé. Moi, quand je suis arrivé ministre de la Justice en 1983, j'ai trouvé toute une équipe. J'étais avocat, brillant, mais comme avocat. Comme avocat, limité à gagner ou à perdre des procès. Mais politicien aussi. Et pour quelle raison Abdou Diouf m'a appelé au ministère de la Justice, je ne sais pas. J'avais dit non, j'ai fini par accepter. Mais alors, quand je suis rentré là-dedans, j'ai trouvé une équipe. Mais cette équipe connaissait infiniment plus et mieux et plus que moi ce qu'est la justice. Un Jean Benglia qui savait tout,
Max Després qui savait tout, Bassirou Tall qui savait tout, Pape Bougouma Diène, directeur de cabinet qui savait tout, moi qui ne savais rien d'autre que de faire de la politique et de crier pour gagner ma vie. J'arrive dans une équipe comme ça, j'avais eu beaucoup de sagesse. Je n'ai changé personne. Je dis bien, je n'ai changé personne. Je leur ai dit, je viens d'arriver, je suis jeune ministre de la Justice, je suis le patron, ne vous en faites pas. Mais vous connaissez tout, moi je ne connais rien, apprenez-moi la chose. Ils me l'ont appris. Ils m'ont appris la chose, croyez-moi. Au bout de 3-4 mois, croyez-moi, je connaissais la chose. Et tout le monde savait que je connaissais la chose après. Alors donc, on ne peut pas arriver tout de suite quelque part, dans toute une nation, et changer tout de suite. On ne peut pas le demander à quelqu'un. Par contre, à mon avis, à mon humble avis, je pense que ceux qui viennent d'arriver manquent de sagesse, simplement d'humilité. Écoutez, aujourd'hui, moi je vous dis, je suis capable de vous dire ce qu'il faut changer dans la justice en 2 mois, ou même en 1 mois, par de petits textes. Et si on le montre aux Sénégalais, tous les Sénégalais sont heureux. On change tout de suite la vie des avocats, croyez-moi. On change la vie des avocats en 2 semaines. On change la vision des juges en moins d'1 mois. Par de petits textes seulement qu'on change. C'est rien du tout. Lesquels par exemple? Vous en voulez un? Oui. Alors regardons. On commence parce que quand on parle de justice, on parle toujours de justice pénale. Vous pensez toujours on a pris quelqu'un, on l'a mis en prison. Alors je vais commencer par la justice civile. Votre maison, on veut vous sortir de votre maison. C'est la justice civile. Votre compte en banque est bloqué. On vous demande de l'argent. C'est la justice civile. Une voiture vous a heurté. Vous allez demander l'assurance, etc. avec les comptes, ce qu'il y a. On dit non, c'est la justice civile. Votre billet d'avion, c'est la justice civile. Donc votre vie de tous les jours, c'est la justice civile. Alors vous allez devant un tribunal aujourd'hui. Le tribunal a rendu un jugement. Vous n'accédez pas au jugement. On vous dit, monsieur, le tribunal a dit, vous sortez de la maison. Le pourquoi. Pourquoi il l'a dit? Parce que le juge doit écrire le pourquoi il le dit. Ce pourquoi-là, c'est les motifs d'un jugement. Vous ne les voyez pas. Vous allez le chercher, vous ne le voyez pas. On ne vous le donne pas. Affirmatif, je suis un professionnel. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé de faire appel. Alors que peut-être que le motif est exact. Si vous aviez vu le motif, vous ne feriez pas appel. Mais n'ayant pas vu le motif, vous faites appel immédiatement. Vous allez surcharger la cour d'appel, inutilement. Et quand votre affaire est devant la cour d'appel, le juge d'appel va vous dire, je ne peux pas juger tant que le tribunal ne va pas envoyer son dossier. Ce qui est une hérésie judiciaire. Je dis bien affirmatif, hérésie judiciaire. Parce que quelque part, au début du mandat, je crois, du président Macky Sall, un magistrat qui a jugé des affaires pénales, je ne sais pas qui, je suppose que c'est ça, au ministère de la Justice, a fait faire un décret qui dit que avant qu'on ne juge ces affaires civiles-là à la cour d'appel, le tribunal doit monter un dossier, alors que c'est faux sur le plan conceptuel. Ça relève des affaires pénales. Une justice civile relève des affaires civiles. La conséquence, c'est quoi? Et que des affaires traînent devant les tribunaux, devant les cours d'appel pendant des années. Les magistrats se plaignent et n'ont pas le droit de se plaindre haut. Les avocats passent leur temps à courir. Si vous enlevez ça, c'est rien du tout. C'est un petit décret de quelques lignes. Vous changez le cours de la justice civile. C'est un. Deuxièmement, on vient en matière pénale. Il y a beaucoup de cas, dans les affaires pénales, je dis bien, où le procureur de la République commande le juge qui juge. Et comment? Il y a des délits et des procédures dans lesquelles le code de procédure pénale dit, lorsque le procureur dit telle chose au juge du siège, au juge d'instruction, il est obligé de le faire. Donc le juge d'instruction n'est pas indépendant. Pour tel et tel cas, tel et tel délit, tel et tel délit, tel et tel délit. Je n'ai pas dit pour tout, j'ai dit pour quelques délits. C'est le procureur de la République qui commande le juge d'instruction, qui commande sa décision. Donc le procureur de la République, il dépend de qui? Et donc c'est le pouvoir exécutif qui commande le juge d'instruction pour certains délits. Faire donc sauter ces dispositions. Mais bien entendu, pour que le juge d'instruction
Ce n'est pas une question de juge des libertés. Les gens, ils copient des phrases qui viennent de Paris parfois. Juge des libertés en France, juge des libertés au Sénégal. Nous n'avons pas besoin d'une institution supplémentaire qui s'appelle juge des libertés. Nous avons besoin de laisser au juge d'instruction sa liberté de juger, sa liberté d'appréciation, son impérium. C'est de ça qu'on a besoin. Pas de juge des libertés. Ce n'est qu'un juge de plus. Si vous mettez aujourd'hui un juge des libertés et que le code de procédure pénale n'est pas changé, ça revient exactement au même. C'est le procureur de la République qui va, dans ce cas-là, commander le juge des libertés. Donc, enlevons ces dispositions dirimantes. Autre chose, encore, nous sommes aujourd'hui dans un système judiciaire, civil et commercial, dont la moitié ne relève pas des juges du Sénégal. Quand vous prenez les dispositions de l'OHADA, mais nos affaires commerciales, toute la richesse du Sénégal, quand il s'agit de jugement et de procès, finissent à Abidjan. On ne peut pas admettre, personne ne peut me le faire croire, et ça n'existe pas, qu'entre Abidjan, Côte d'Ivoire et Sénégal, ce ne sont pas des pays indépendants l'un de l'autre. On est associés sur beaucoup de questions. Mais on est indépendants l'un de l'autre. Comment peut-on transposer la justice du Sénégal à Abidjan, sur un autre territoire? Les lois peuvent être unifiées. Les actes uniformes de l'OHADA. Je parle aux professionnels qui m'écoutent. Les lois peuvent être unifiées. C'est les actes uniformes de l'OHADA. Mais rendre la justice dépend de l'intérieur du Sénégal. On ne peut pas renoncer à cette souveraineté du peuple sénégalais sur sa justice et l'amener sur un autre territoire. Mais alors, c'est ça. Cela demande des négociations, bien entendu. Les vrais problèmes qui font vivre les Sénégalais, on ne les aborde pas. On n'aborde que les questions qui règlent des conflits entre des pouvoirs politiques. On ne règle que des questions, on n'aborde que des questions qui règlent des conflits entre des pouvoirs politiques. Le pouvoir politique passé, le pouvoir actuel, le pouvoir qui va venir, on va se venger, on va vous taper, on va vous emprisonner, on va prendre ce que vous avez pris, vous allez me le rendre, je vous ferai ceci, je vous remplace, vos institutions ne sont pas bonnes, je mets les autres. Mais le peuple sénégalais, où est-ce qu'il est? Où est le peuple du Sénégal? Où est ce qui empêche le peuple sénégalais de vivre, de dormir? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce sont des institutions importées. Pensons au peuple du Sénégal. Pensons à nos concitoyens. Prenez les impôts. Vous voulez des exemples? Je vous donne la matière fiscale. C'est aussi mon domaine. Vous allez aujourd'hui voir tous les commerçants de Dakar. Demandez à tous les commerçants de Dakar quelle est leur situation fiscale. 80% sont dans une situation fiscale non conforme au texte actuel. Donc, sont en délinquance fiscale. Pourquoi? Parce qu'on a mis sur leur dos des procédures fiscales, des charges fiscales du point de vue procédural. Je ne parle pas de l'argent, du montant de l'argent à payer. Je parle de la procédure, je parle des obligations fiscales, comme vous le savez, vous les journalistes. Je connais vos dossiers, vous le savez. Parlons de la presse. Bon, toutes les obligations fiscales déclaratives que vous devez accomplir, vous ne pouvez pas les accomplir parce qu'il y en a trop. Si on dit même que les journalistes sont instruits, la presse est instruite, on peut même admettre que ça soit comme ça. Mais voyons tous les commerçants du Sénégal. Qui sont les commerçants instruits? Tous ceux qui ont des boutiques. Quel est leur niveau d'instruction? C'était tous des marchands ambulants. Jusqu'à louer de petites boutiques dans Dakar, mettre des marchandises. C'est à eux que vous demandez d'accomplir des papiers fiscaux. Alors que leur propre nom, ils ne peuvent même pas l'écrire. Et vous leur créez des taxes, des impôts qui demandent beaucoup de paperasse. Avec la police qui vient tout le temps fermer des boutiques, prendre de ceci, prendre de cela. Mais c'est facile de mettre des forfaits fiscaux qui vous permettront de gagner beaucoup plus d'argent en mettant beaucoup moins de formalités. Et l'État gagnerait beaucoup plus d'argent, plus vite, sans aucun effort particulier. Ce sont les petites choses qui libèrent un peuple et qui renforcent le trésor public. L'État gagne de l'argent. C'est le même problème pour le droit foncier. J'en connais un peu. Et puis je suis étonné qu'aujourd'hui, je vois dans la presse
des séminaires, des discussions sur le droit foncier du Sénégal, des projets de réforme auxquels Doudou Ndoye n'est pas associé. Allez-y. Ça vous fait rire. Le droit privé de la propriété foncière qui vient du droit romain, qui est dans notre société, qui bouleverse toutes nos habitudes, qui bouleverse aussi les croyances des juges. Les juges qui jugent le droit foncier et les principes du droit de la propriété foncière savent à quel point ces matières sont plus que complexes. Et vous prenez n'importe qui, parce qu'il se dit professeur de droit, parce qu'il est professeur de droit, admettons. Vous croyez que les professeurs de droit aujourd'hui, je le dis haut et fort, pour qu'ils m'entendent, les professeurs de droit aujourd'hui, qui sont dans la faculté de droit de Dakar, je peux affirmer que je n'en vois pas un seul, je dis, qui connaît parfaitement le droit foncier du Sénégal. Que celui qui le croit se manifeste et qu'on en discute. Vous pensez pouvoir, oui, vous avez le droit, vous pouvez le faire, mais je ne crois pas que ces réformes soient valables. Allons-y très rapidement, il ne nous reste plus que quelques 5 minutes, maître. Allons-y. Vous avez dit tout à l'heure que c'est l'exécutif qui décide en tous les cas. Dans certains cas, est-ce qu'il y a séparation de pouvoir avec ces nouvelles autorités? Si je pose la question, c'est en rapport avec les propos du Premier ministre sur son ministre de la Justice, qui selon lui est une autorité politique soumise à ses injonctions et qui doit demander au procureur de les exécuter. Vous parlez du Premier ministre qui faisait une injonction au ministre de la Justice. Pas faire une injonction. Mais oui, mais ça c'est politique. Vous savez, c'est une maladresse publique, verbale publique, mais je voudrais être précis. Je dis que dans la réalité, le Premier ministre peut demander quelque chose au ministre de la Justice, et le ministre de la Justice, s'il pense que ce qui lui est demandé est normal, il doit l'appliquer. Sinon, il ne serait pas le ministre de la Justice choisi par un Premier ministre, quand même. Vous êtes ici journaliste à RFM. Si le directeur général vous demande quelque chose dans votre travail, je ne crois pas que vous refusiez de le faire. Si c'est quelque chose de normal. Bon, si c'est quelque chose d'anormal, vous discutiez avec lui. Donc, ce qui se fait est normal. Mais ce qui me paraît un petit peu gênant, c'est de l'avoir dit en public. Mais c'est la chose la plus normale. Mais le dire en public est un peu gênant. Que vous inspire le cas Mansour Faye? Interdit toujours de sortir du territoire malgré les injonctions faites au ministère de l'Intérieur de lui notifier l'interdiction et les motivations. Cela fait partie d'un problème beaucoup plus vaste. Le problème beaucoup plus vaste, c'est le respect des décisions de justice au Sénégal. Le respect de toutes les décisions de justice. Le pouvoir exécutif n'est pas enclin. C'est pas aujourd'hui, hein, ça date de longtemps, depuis longtemps. Le pouvoir exécutif n'est pas enclin à exécuter toutes les décisions de justice. Le gouvernement et ses démembrements ne sont pas enclins à exécuter toutes les décisions de justice. Je vais vous raconter une histoire, un petit détail. Donc c'est important. Oui. Je suis au Sénégal. J'ai quelqu'un qui vient me voir au Sénégal qui me dit « J'ai demandé un visa à l'ambassade de France pour aller voir mes petits-enfants en France. L'ambassade de France l'a refusé. Il m'a donné son dossier, le dossier qu'il avait déposé à l'ambassade de France. Du Sénégal, écoutez bien, du Sénégal, en tant qu'avocat, j'ai fait une procédure contre ce refus devant le tribunal administratif de Nantes. À partir du Sénégal, j'ai fait des conclusions contre le ministère de l'Intérieur de France. Conclusions échangées, déposées devant le tribunal administratif de Nantes. Le tribunal administratif de Nantes a ordonné que le visa lui soit accordé. J'étais content. 2 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de l'ambassade de France à Dakar qui dit au monsieur, venez prendre votre visa, j'exécute la décision rendue par le tribunal administratif de Nantes. C'est un exemple d'un pays qui respecte les décisions de justice. Que le Sénégal a encore beaucoup de leçons à apprendre. Voilà ma réponse. Parlons très rapidement de votre parti, l'UPR. Qu'est-ce qu'il devient? L'UPR est dirigé comme président par un vieil homme, vieillissant,
qui n'a plus aucun intérêt personnel dans les conflits de partis politiques, ni dans ses avantages, ni dans ses inconvénients. Pourquoi ne pas passer le flambeau? J'ai passé le flambeau à des personnes qui se sont avérées incompétentes à faire de la politique. J'ai passé le flambeau à des personnes qui se sont avérées incompétentes à faire de la politique. Et encore, je suis disposé à accueillir d'autres personnes qui pourraient être compétentes et qui prendront ce parti. Allez-vous participer aux concertations annoncées par le chef de l'État ou adopter la position du Front pour la défense de la République avec son 8 mai, avec des conditionnalités? Je veux comprendre ce que vous dites. Le président de la République a promis des concertations. Êtes-vous d'ailleurs de l'opposition? Non, opposition à qui? J'ai dit que la politique ne présente plus aucun intérêt partisan ni personnel pour moi. Je ne m'oppose à personne. Je ne m'oppose à personne. Je suis ouvert à tout le monde. Tout parti politique au Sénégal. Je suis clair. Je dis bien tout parti politique. Je dis bien toute personne au Sénégal qui me propose, qui me parle de quelque chose d'intéressant pour mon pays. Je participe à ce travail. Je donne mes opinions. Je donne mes conseils. Je donne mon avis. Je donne mon sang et je rentre chez moi. Pour toute personne. Je suis disponible pour le Sénégal. Et je souhaite que le Sénégal réaffirme son unité spirituelle comme civilisation. Je n'ai pas dit comme ensemble de cultures dispersées. Je parle d'une civilisation sénégalaise. Je ferai un jour une conférence. J'hésite beaucoup à la faire. Je tente, j'étudie, parce que je pense qu'au Sénégal, il y a une civilisation. Nous ne sommes pas un ensemble, un agrégat de culture. Merci. Merci, Maître Doudou Ndoye. Le temps qui nous est imparti terminé. On aurait bien aimé poursuivre cette discussion. Une facette de vous que les gens méconnaissent. Engagé dans le football. D'alors, vous savez toujours jongler? Ouais, parfois un ou deux, trois ballons. Et puis ça suffit. Mais je passe mes nuits et mes journées à regarder Barça. N'est-ce pas? Ah ouais, le match d'hier était difficile pour nous, Barcelone. Hein. On a gagné 1-0 sur le Leganés. Ça a été dur. Hein. Merci d'être venu au Mon équipe a fini par gagner. On a 7 points sur le Real Madrid. Merci, Maître Doudou Ndoye, avocat et homme politique, président de l'UPR, l'Union pour la République. Où en est d'ailleurs votre dossier, le dossier de votre client Farba Senghor, qui n'est toujours pas libéré malgré le cautionnement? C'est un dossier complexe, c'est en cours. Vraiment, c'est en cours. Nous avons fait notre travail. Je suis un peu trop fatigué physiquement par ce travail-là. C'est pour ça Farba Ngom ne m'a pas vu depuis une semaine, alors qu'il m'envoyait tous les jours, mais parce que je suis épuisé par un travail intellectuel que je fais sur cette affaire simplement. Merci. Mais ça va bien, ça va aller, Inch'Allah. Nous y sommes tous. Merci. Merci à Abdoulaye Diop et Hassan Diop qui étaient à la partie technique de ce grand jury. Bon dimanche à toutes et à tous et à dimanche prochain pour un autre numéro. Tout de suite le journal de Barthélémy Ngom, le journal en français. Toutes nos excuses pour ces 2 minutes Barthélémy. Tada